took your picture with one particular reason, and it's to capture your character. I like to sit and stare at you. Ain't nothing wrong with staring at you. Girl, don't get scared of the fact that I envision us getting married, and I ain't trying to rush nothing, cause I ain't rushing. You can take a time like, what's them things and move slow, you know them. I can't think cause you on my mind. And when you on my mind, I can't find anything that rhymes with the word rhyme. I gotta rhyme with mixture. And speaking of mixture, with you I wanna be mixed up. I'm a record and you're like a record. So let's let the DJ mix us. You're like an elixir. They got me tipsy. This is just like Ripley's. Believe it or not, but I love your girl. You really got me going out of control. I don't know what I'm doing. Let's let it go and do what we do best. Take off our clothes. We look better undressed. Yeah. Yes to sex. Yes to sex. Out to war. Out to war. Fighting is frightening. Fighting is frightening. Yes to sex. It's so much more exciting. Yes to sex. Yes to sex. Out to war. Out to war. Fighting is frightening. Fighting is frightening. Yes to sex. It's so much more exciting. For you, I'm a fanatic. Fuck it, I'm an addict. Your sexy antics turn me on like automatic. No need to get dramatic, but I gotta have it. Give me some of them sexual acrobatics. Karma Sutra, girl. Anything that suits you, girl. Stuff that you ain't used to, girl. Come over here and let me show you just how Willie do it. I'm a freak and you knew it. You're a freak and I knew it. Baby, let's get to it, cause girl, you really got me going out of control. I don't know what I'm doing. Let's let it go and do what we do best. Take off our clothes. We look better. Voilà, mesdames, messieurs, je vous invite à vous installer pour débuter cette première plénière politique. Et je vous précise, si vous voulez être un peu plus à l'aise et avoir un peu plus de fraîcheur, que derrière vous, dans le hall d'honneur, ces échanges vont être retransmis. Voilà. Donc si vous vous sentez un peu à l'étroit sous cette tente plénière à la fois chaude mais accueillante, derrière, dans le hall d'honneur, vous avez aussi de la place pour assister par vidéo interposée à ces échanges entre les personnalités politiques et les chefs d'entreprise. Voilà, donc première session de ces tribunes politiques auxquelles nous vous convions, nombreux et nombreuses, je le vois. Alors, le MEDEF prend l'initiative puisque c'est un vrai format inédit et encore jamais vu, même en télévision. Sur le fond, on va débattre de « Donnez-nous des raisons d'y croire ». Alors, je voudrais remercier tous les responsables politiques qui vont se succéder, que ce soit cet après-midi, demain matin ou demain après-midi, les remercier pour avoir accepté de jouer les règles du jeu, parce que c'est un jeu très précis, très timé et très rythmé. Qu'est-ce qui va se passer? 3 chefs d'entreprise vont s'installer ici et 3 personnalités politiques vont se succéder dans une sorte de grand oral face à ces 3 chefs d'entreprise qui vont leur poser des questions, questions sur l'emploi, questions sur la France dans 10 ans. Et comme on a voulu aussi privilégier les territoires, il y aura une question en vidéo
qui sera posée par un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise depuis sa région. Comment va se passer cette session? À peu près 1 heure, 3 fois 20 minutes. Je salue monsieur Lassalle. 3 fois 20 minutes. Les 20 minutes se décomposent de la façon suivante. J'appelle la personnalité politique. Elle nous fait en premier temps son pitch en 1 minute 30. Vous pourrez suivre, ici ce sera chronométré, cette 1 minute 30 de pitch. Ensuite, un échange avec les chefs d'entreprise dans cet espace-là, avec 3 questions. Les questions que je vous ai dites, 5 minutes par réponse, maxi. Ça, c'est le 2e temps. 3e temps, la personnalité politique reviendra à nouveau devant vous, sur le devant de la scène, pour cette fois vous déclarer sa vision de la France. 2 minutes, chrono là encore, et ce sera donc timé avec un compte à rebours. Et puis 4e et dernier temps, au pupitre, avec la tablette tactile, la personnalité, avec son écriture manuscrite, nous dira ce que nous avons appelé le mot de la fin. Un mot, un groupe de mots, une phrase dont il ou elle aimerait que vous vous rappeliez. Voilà, vous savez tout sur le mode opératoire. Les 3 personnalités politiques qui vont se succéder cet après-midi, c'est François Fillon, c'est Olivier Faure et c'est Jean Lassalle. Avant de les appeler, je vais appeler à tour de rôle nos 3 chefs d'entreprise qui ont accepté eux aussi, je les remercie, de jouer le jeu de ces échanges inédits, personnalité politique, entrepreneur. Elle est présidente de Xerox France et c'est un des rares PDG à avoir été DRH. Elle prône et promeut les valeurs humaines. Xerox se transforme et accompagne les entreprises dans la transition digitale avec une R&D en pointe. Et dans un domaine très concurrentiel, Xerox joue la carte des services et de la femme, puisque la patronne de l'Allemagne est une femme, la patronne de l'Espagne est aussi une femme, la patronne Monde, que nous avions reçue il y a 2 ans, Ursula Burns, est une femme. Et je vous demande de l'accueillir, la patronne Xerox pour la France, et Ghislaine Oxou, qui nous rejoint. Bonjour Ghislaine, installez-vous. Voilà. Alors lui, il est patron et fondateur de nombreuses entreprises dans la nouvelle économie, dont MusiWave, Captain Dash, représentant français auprès de la Commission européenne pour les enjeux digitaux. Ce digital champion est aussi un spécialiste de l'alpinisme. Et quand il nous dit que le numérique ne va pas s'arrêter de grimper, on le croit sans problème. N'est-ce pas, Gilles Babinet? Gilles Babinet, qui nous rejoint. Vous pouvez l'applaudir. Il est président France-Luxembourg-Maghreb d'EY, ex-Ernst & Young. EY, c'est 6 000 collaborateurs en France, c'est 1 000 recrutements en France par an, avec une empreinte économique et sociale très forte. EY, cabinet d'audit et de conseil, qui est aussi connu, vous le savez, vous, les entrepreneurs, pour ce fameux prix de l'entrepreneur de l'année, le baromètre de l'attractivité, qui a beaucoup fait parler aussi, il y a quelques semaines. Et puis, il a coordonné activement l'animation du pôle France 2020, et il a contribué à la définition de la vision prospective du MEDEF, Monsieur Jean-Pierre Le Tartre. Jean-Pierre Le Tartre. Voilà, les 3 personnalités politiques sont là. On va appeler l'une d'entre elles pour rejoindre nos 3 chefs d'entreprise qui les attendent. Il est député de Paris, ancien Premier ministre et candidat à la primaire. Monsieur François Fillon, qui nous rejoint. François Fillon, à qui je vais remettre un micro. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai 3 chiffres pour vous présenter. 2137,6 milliards, chiffre abyssal. C'est le montant énorme de la dette française qui handicape la relance française et pénalise la compétitivité. Réduire cette dette, c'est l'urgence et c'est le cœur de votre programme économique. 2e chiffre, chiffre politique. 2017. Comme un chiffre rendez-vous. C'est évidemment l'année clé pour vous. Vous l'avez redit dans votre fief à Sablé-sur-Sarthe, c'était ce dimanche. Maintenant, il vous reste 2 mois et demi pour convaincre et emporter l'adhésion. Et puis 3e chiffre, un chiffre un peu plus personnel. 5, chiffre sacrée famille Fillon. 5 comme 5 enfants. C'est votre famille à vous, au-delà de votre famille politique. Une fille, 4 garçons.
le dernier a 15 ans, il a l'avenir devant lui. Et quant à vous, l'avenir proche nous le dira. François Fillon, que je demande encore une fois d'applaudir et de remercier pour sa participation. François Fillon, vous avez accepté de vous prêter au jeu de ces échanges avec les personnalités du monde de l'entreprise. On commence avec votre pitch, 1 minute 30. Je suis à cette élection présidentielle le candidat de la liberté. J'ai entendu que plusieurs de mes concurrents pensaient que les Français n'aimaient pas la liberté et qu'on ne pouvait pas gagner une élection en prônant la libération de la société française. Pourtant, les Français ont fait la révolution pour la liberté. Et beaucoup d'entre eux sont même morts pour la liberté. La liberté, elle est inscrite au fronton de nos mairies. Et c'est pourtant la valeur qui a été, au fond, la plus oubliée ces 30 dernières années. Il n'y a pas de crise de l'économie française, il n'y a pas de crise des entreprises françaises, il y a une crise de l'État. Il y a une crise de la dépense publique. En réalité, nous avons progressivement créé une forme de monstre bureaucratique qui, par son poids, écrase et l'innovation et les capacités de compétitivité de l'économie française et qui, progressivement, a perdu même le sens de sa mission. Et le projet que je propose, c'est un projet de liberté. Et je veux que la liberté soit au cœur du débat de l'élection présidentielle. Voilà, il a même fait moins qu'1 minute 30. François Fillon, venez nous retrouver avec les chefs d'entreprise. On est en toute proximité avec ces 3 chefs d'entreprise que j'ai présentés. François Fillon, question sur l'emploi, question sur la France dans 10 ans, et puis une question qu'on verra en vidéo sur les PME et les territoires. La première question sur l'emploi, c'est Jean-Pierre Le Tartre qui vous la pose. Bien, Monsieur le Premier ministre, on parle beaucoup des 35 heures versus 39 heures, du CDD versus CDI. C'est quand même des débats un peu du passé, ou du moins, c'est des mesures de rattrapage qu'on aurait peut-être pu faire il y a de nombreuses années. Et donc, les vrais sujets, le vrai débat, c'est plutôt comment on prépare la révolution du monde du travail, c'est-à-dire le développement des travailleurs indépendants, le développement des plateformes, ce qu'on appelle l'ubérisation. Donc comment voyez-vous la préparation, l'encadrement, parce qu'on aura besoin de protection, on aura besoin d'équité entre les acteurs, et donc on aura peut-être besoin d'un nouveau cadre, d'un nouveau code du travail qui corresponde à ces révolutions. Donc expliquez-nous comment vous voyez, comment le politique peut préparer ce nouveau cadre du travail. 5 minutes pour répondre, le micro bien près du menton, Monsieur le Premier ministre. D'abord, une première chose, on ne peut pas évacuer quand même complètement la question du temps de travail comme étant une question du passé qui serait totalement éclipsée par les nouvelles formes de travail et de collaboration qui se mettent en place en raison des nouvelles technologies. Et la raison pour laquelle je fais de la suppression des 35 heures un point très important de mon projet, c'est parce que moi je propose qu'on supprime la durée légale du travail, qui n'est plus aujourd'hui que la référence pour déclencher les heures supplémentaires. Qu'on s'inscrive dans les durées, qu'on s'inscrive dans le cadre européen et qu'on donne une liberté totale aux entreprises pour négocier le temps de travail à l'intérieur de l'entreprise. Et quand je dis une liberté totale, c'est total. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on peut augmenter le temps de travail, mais à condition que toutes les heures soient payées. Bien sûr que c'est mieux si toutes les heures sont payées, mais enfin, il y a des tas d'exemples de négociations qui ont eu lieu dans des entreprises pour leur permettre de retrouver leur compétitivité où chacun a accepté de faire un effort. C'est important ensuite pour l'avenir parce qu'il y aura des alternances politiques dans notre pays. Et si on garde une durée légale du travail, même si elle est portée à 37, à 38, à 39 heures, allez, une autre majorité, un autre gouvernement reviendra à 35 heures, pourquoi pas à 32, ce qui est maintenant une des revendications qu'on entend régulièrement. S'il y a des milliers d'accords dans les entreprises, et si on rentre dans une logique de liberté de négociation, alors personne ne reviendra plus dessus. Je réponds à votre question, parce que j'y ai déjà répondu dans le projet que je propose. Oui, c'est les nouvelles formes de contractualisation. Voilà. Nous avions commencé, avec Hervé Novelli, qui est avec moi ici, à mettre une brèche dans le marché du travail classique français avec les auto-entrepreneurs. Eh bien, il faut partir de cette expérience et la prolonger en créant un vrai statut
de salariés indépendants qui pourront louer leurs services aux entreprises, aux collectivités, aux particuliers, sur des contrats d'au moins 3 ans et sans possibilité de requalification par l'inspection du travail. Et à mon sens, en mettant en place cette forme de statut, on va permettre un grand développement d'emplois qui doit être aussi spectaculaire que ce qu'ont été les auto-entrepreneurs. Dans un contexte économique et social qui est quand même très très difficile, je pense que c'est un levier immédiat de création de dizaines de milliers d'emplois qui permet d'amorcer une nouvelle relation au travail. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes générations qui, justement, avec des plateformes comme Upwork, ont plusieurs emplois, plusieurs boulots, la digitalisation, le télétravail, toutes ces formes qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus lié au travail comme on l'était avant, que le CDI n'est plus le Graal ? Qu'il y aura des tas de formes de travail différents, que ces nouvelles technologies donnent une liberté de création et d'innovation sans limite. Il faut en plus les marier avec tous les autres progrès de la science. On n'a pas idée, même les experts les plus affûtés de la société dans laquelle nous allons vivre dans 20 ou dans 25 ans. Les bouleversements vont être considérables sur le plan de la génétique, sur le plan des ordinateurs quantiques, sur le plan de l'accès de tous au savoir, de l'automatisation, les drones, les véhicules automatiques, etc. Tous ces changements vont bouleverser notre organisation sociale et il faut qu'un pays comme le nôtre les aborde comme la chance pour lui de rattraper le retard qu'il a pris dans de nombreux domaines, en raison, pour une part, de l'obsolescence de certaines technologies, mais aussi des erreurs qu'il a commises dans son organisation économique et sociale. Jean-Pierre Letâtre ? Si, dans les questions de rupture technologique et de changement liés au numérique, j'avais aussi une question par rapport à la question de la fiscalité, qui est un peu comparable d'ailleurs au temps de travail. Aujourd'hui, on parle de baisse de taux d'IS, qui est important, et c'est important de le faire, mais la question essentielle, c'est la base. Comment vous voyez l'appréhension de la base dans une économie numérisée ? 40 secondes pour répondre, c'est court, mais... Oui, c'est court. On doit pouvoir trouver de nouveaux critères à partir de la valeur qui est créée, à partir de la valeur ajoutée, à partir de la valeur qui est créée, à partir de la capacité de ces nouvelles entreprises à créer de la valeur. Mais ça n'empêche pas quand même de commencer par baisser l'IS, de faire ce que je propose, 50 milliards de baisse de charges et d'impôts sur les entreprises. Et moi, j'axe tout mon projet sur les entreprises et je ne promets pas des baisses d'impôts dans tous les secteurs parce que je pense qu'il y a une nécessité de faire redémarrer l'économie pour redonner de l'espoir aux Français et ce n'est qu'ensuite qu'on peut régler toute une série d'autres problèmes. Et puis enfin, le gong ayant sonné, je propose la suppression de l'ISF parce que je propose qu'on ait enfin une approche de la transmission des entreprises et du capitalisme français qui soit au service de l'emploi et de l'économie. Deuxième question, elle est posée par Ghislaine Oxo, la présidente de Xerox France, et elle est pour vous, François Fillon. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites, Jean-Pierre, que je comptais dire. Il est important de redynamiser l'économie française, et donc l'emploi derrière étant qu'une conséquence, parce que nous sommes dans un monde global. Alors, c'est une évidence, mais être dans un monde global, ça veut dire être comparé en permanence. Et Jean-Pierre, comme moi, en étant président d'une filiale d'un groupe multinational, on est habitué à défendre la France, à défendre ses atouts. Et je dois dire que dans certains domaines, comme évidemment le coût du travail et surtout la flexibilité, notre capacité à s'adapter, on n'est vraiment pas crédible. Il y a des choses que je cache à mon siège, personne ne m'entend là, parce que j'ai honte un peu d'expliquer qu'en France, pour les 500 techniciens qui couvrent le territoire, j'ai mis 2 ans à mettre en place un GPS dans la voiture des techniciens, alors que tous mes amis européens et collègues européens ont mis entre 2 et 6 mois. En ce qui concerne le coût du travail, une activité absolument comparable en Angleterre et en France, où les prix pratiqués auprès de nos clients sont les mêmes, les salaires bruts sont les mêmes, et la rentabilité pour une activité de 300 millions d'euros, on va dire, est diminuée de 25 millions de coûts sociaux, il n'y a pas que les charges sociales, en France, et mettent à mal cette activité.
J'ai beaucoup de mal à faire valoir la France dans ce contexte. Alors stop ou encore 5 minutes. C'est pour ça que je vous ai dit en entrée de jeu que la liberté était le cœur de la renaissance et du redressement de l'économie française et de la société française en général. Depuis l'année 2013, moi je parcours la France dans tous les sens et j'entends sans arrêt une forme de cri du cœur qui n'émane pas que des entrepreneurs, qui émane des agriculteurs, des professions de santé, des personnes qui construisent des logements, des directeurs d'établissements scolaires, des élus locaux même. Et ce cri, c'est que l'État arrête de nous emmerder, qu'on nous laisse un peu de liberté, qu'on nous laisse respirer, qu'on nous fasse confiance, que les relations... que les relations entre la puissance publique et les professions soient basées sur des contrats de confiance. Bien sûr, il faut qu'il y ait des objectifs, des règles et un minimum de contrôle, mais on n'est plus du tout là-dedans. On est dans une forme de bureaucratie qui écrase toutes les innovations. Et donc, si on veut inverser le cours des choses dans un pays comme le nôtre, il faut le faire avec une certaine force, il faut le faire vite et il faut le faire sans crainte de quelques affrontements. Pourquoi ? Parce que le temps politique est tel et le fonctionnement de notre système démocratique est tel que tout ce qui n'est pas fait immédiatement et à fond ne peut plus l'être pendant un quinquennat. Et donc il y a une obligation, c'est pour ça que parfois on me dit mais votre programme il est trop libéral, il est trop radical. Je ne me suis pas converti à un libéralisme idéologique, je constate simplement qu'on est dans un pays qui consacre 57% de sa richesse à la dépense publique. Le programme que je propose, qui est sûrement le plus libéral de tous ceux qui vont vous être présentés, en tout cas pour les candidats à la primaire de la droite et du centre, me semble-t-il, il conduirait à redescendre à 50% peut-être de prélèvements obligatoires, enfin de dépenses publiques, ce qui est déjà énorme. On est très très loin du libéralisme sauvage dont certains commentateurs m'accusent. Donc ça veut dire une réforme du droit du travail immédiate, ça veut dire la libération du temps de travail, ça veut dire un code du travail de 150 pages qu'on est en train d'écrire et qui n'est pas d'ailleurs si difficile à écrire que cela si on part du code du travail existant, qu'on en garde les normes sociales fondamentales et qu'on sort du code du travail tout ce qui devrait faire partie de la négociation dans les entreprises, dans les branches et qui n'a rien à faire dans le code du travail. Ghislaine Auxoux, un complément de réponse. Je suis une ancienne DRH, donc je suis très sensible à ce que vous venez de dire. Je suis forcément d'accord. 150 pages, c'est un rêve. Déjà, on diviserait par 2, ça serait formidable, mais je prends 150. Par contre, vous comptez beaucoup sur les accords d'entreprise. Est-ce que vous pensez que les acteurs avec lesquels on discute aujourd'hui, il y a un dialogue social dans l'entreprise, il n'est pas toujours au goût de tout le monde, mais il y a un dialogue social. Vous pensez que les interlocuteurs que l'on a ont la culture économique, et je ne leur en veux pas, parce que ce n'est pas ce qu'on leur a demandé pendant toutes ces années, ce n'est pas le rôle qu'on leur a donné non plus, nécessaire, donc la culture économique nécessaire pour aborder ces accords. Et si jamais on n'arrive pas à négocier ces accords, comment voyez-vous les choses ? C'est une question très très importante et à laquelle évidemment j'ai beaucoup réfléchi. Il faut faire un choix et il faut que ce choix soit un choix d'avenir. On peut évidemment choisir de prendre quelques mesures autoritaires sur le code du travail. Je doute que de manière autoritaire vous réussirez à réduire à 150 pages le code du travail, parce qu'il faudra bien quand même que les questions qui ne seront pas résolues par le code du travail le soient d'une autre manière. Vous pouvez mettre le temps de travail à 39 heures de manière législative, mais vous garderez éternellement cette rigidité de la durée du travail, du contrôle de cette durée du travail et cette intervention permanente de l'État dans les affaires et dans la vie des entreprises. Moi, le choix que je propose aux Français, c'est un choix qui est peut-être plus difficile, mais qui, me semble-t-il, est plus ambitieux. Il revient à sortir l'État de toute une partie de la sphère économique en laissant une immense liberté de dialogue en privilégiant l'entreprise. Parce que je pense que le niveau de l'entreprise est le niveau le plus pertinent pour négocier une immense partie des sujets que je viens d'évoquer. Ça marche, on l'a vu avec PSA par exemple. Je sais que ça dépend des entreprises. Je sais bien qu'il y a des entreprises où ce sera plus dur que d'autres, où il y a des traditions, où il y a parfois des personnalités qui bloquent le fonctionnement. Et donc, je propose aussi des réformes
en matière de dialogue social et en matière de représentativité syndicale. J'ai proposé par exemple qu'il ne puisse plus y avoir de délégués syndicaux qui n'aient pas une fonction à l'intérieur de l'entreprise. Je pourrais continuer si le gong n'avait pas sonné, mais je crois qu'il faut bien, ce débat-là, et c'est un débat qu'on aura au moment de l'élection présidentielle, il faut bien réfléchir. Si on veut changer les comportements, y compris des organisations syndicales, et les amener à évoluer dans le sens de ce que sont beaucoup d'organisations syndicales dans d'autres pays développés, il faut passer par une phase de négociation, et cette phase de négociation, elle est dans l'entreprise. Elle est essentiellement dans l'entreprise. Et sur le terrain. On a une troisième question, justement, sur le terrain, qui nous vient des régions, qui a pour thème les PME, les territoires. C'est une question de Philippe Guédon, qui est président-directeur général de King Jouet. On l'écoute. La question est pour vous, François Fillon. Je crois que ce n'est pas faute des précédents gouvernants d'avoir essayé de trouver la recette pour endiguer le chômage, mais malheureusement, force est de constater qu'ils n'y sont pas arrivés. Il me semble que, vu d'une manière simple, au niveau de l'entreprise, deux actions phares doivent être poursuivies et intensifiées. Celle, bien sûr, de la compétitivité de nos entreprises françaises, encore et toujours, mais aussi celle des mesures de retour à l'emploi. Donc ma question, c'est de savoir sur le début de votre mandature, sur les 6 premiers mois, quelles sont les actions fortes que vous allez lancer de manière à activer ces deux leviers. Alors il faut aller vite, les 6 premiers mois sont cruciaux. C'est même fondamental. Et moi j'ai développé autant la manière de réformer que le contenu des réformes. Pour moi, ces réformes passent par une équipe gouvernementale de 15 ministres et pas un de plus, qui devrait être choisi sur un critère très très original qui serait celui de la compétence. Et qui devrait être largement ouvert à la société civile. Parce que je sens dans le pays, comme beaucoup d'entre vous, on sent que le système politique classique est à bout de souffle, que le vieux système représentatif est usé. Et c'est après tout normal qu'il soit usé parce qu'il a l'âge de ses artères. Et donc il doit être rénové. Et une des façons de le rénover, c'est de commencer par le gouvernement en l'ouvrant largement à des compétences extérieures. Il faut que les ministres qui vont conduire les réformes principales soient connus avant l'élection présidentielle. En tout cas qu'on sache que si on choisit tel candidat à l'élection présidentielle, on aura ce ministre de l'économie et des finances ou on aura ce ministre des Affaires sociales parce que ça leur permet d'avoir des équipes et d'être déjà prêts avec des textes pour arriver au Parlement et déclencher le travail parlementaire le 1er juillet. Donc j'ai développé cette méthode, elle est pour moi absolument fondamentale. Mais pour répondre dans les temps qui me restent aux 2 questions qui m'ont été posées, sur la compétitivité, je l'ai dit, et j'ai déjà, je crois, répondu, enfin en tout cas autant que je puisse le faire avec le temps que j'ai. Sur le deuxième sujet, c'est au fond la question du retour à l'emploi, c'est la question de la réforme de notre système social. Moi, je propose que l'on fusionne toutes les aides sociales en une seule. Qu'il n'y ait plus qu'une allocation sociale unique, personnalisée, qui permette de tenir compte de manière extrêmement précise de la réalité de la situation sociale des personnes, qui permette d'éviter tous les effets de seuil. Quelqu'un reprend quelques heures d'emploi, nous savons que dans le système social qui est le nôtre, il va être pénalisé et donc il ne va pas le faire, en tout cas pour certains d'entre eux. Je veux évidemment la dégressivité de l'assurance chômage, et je veux mettre le paquet sur l'alternance. Je pense que notre système éducatif est le cœur de la réussite en matière d'emploi, une fois les questions de compétitivité tranchées. Et il faut que ce système éducatif accepte que l'alternance, en général, l'apprentissage, l'alternance, devienne la voie, pas une voie parmi les autres, non, la voie centrale, la voie principale d'accès à l'emploi. Pourquoi ? Parce que nous voyons, à travers les expériences qui nous entourent, que l'alternance permet de former des personnes avec des niveaux de connaissances aussi élevés que les formations généralistes qui sont les nôtres, mais avec en plus l'avantage d'une intégration progressive dans l'entreprise. Plus directement opérationnel. Et je pense que pour régler en particulier la question du salaire d'embauche des jeunes, qui est une question difficile et qui a déjà donné lieu dans notre pays à beaucoup de tensions, eh bien, l'alternance est une réponse. Si on recrute de manière, évidemment en changeant les règles de l'alternance, en changeant le coût de l'alternance, qui ne doit pas revenir aussi cher à l'entreprise. Je pose une question qui aurait dû être posée depuis longtemps, vous allez me dire.
Pourquoi est-ce que si je veux faire des études de médecine, de droit ou d'économie, c'est vous qui allez me payer mes études? Et si je veux être soudeur, c'est l'entreprise qui va payer les études, puisque c'est bien l'entreprise qui paye l'ensemble des frais qui correspondent à l'alternance. Ben non, il faut que la formation en alternance devienne une formation centrale et qu'elle soit suffisamment souple et intelligente pour qu'un maximum de personnes puissent passer par cette formation. J'ajoute, vous savez qu'il y a 2 millions, c'était sans doute une partie de la question qui m'était posée, il y a 2 millions de jeunes Français, au moment où nous parlons, qui ont entre 16 et 25 ans, qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas dans un emploi, qui ne sont pas dans une formation, qui sont dans la rue et qui sont, pour l'essentiel d'entre eux, condamnés à toucher le RSA jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est une des questions les plus graves que nous ayons à résoudre. Ben ces jeunes-là, personne ne pense qu'ils vont retourner à l'école. Ils ne peuvent retrouver leur place dans la société française qu'en passant par un système d'alternance qui leur permettra de mettre progressivement les pieds dans le monde du travail. Voilà, alternance et apprentissage. Un message reçu par les entrepreneurs. François Fillon, avant-dernière séquence, on quitte les chefs d'entreprise qui peuvent vous applaudir et vous remercier d'avoir été à leur écoute. Je vous invite à rejoindre le devant de la scène. Votre vision de la France en 2 minutes. Vous m'avez dit en quelle année? 2017 par exemple. Ma vision de la France, c'est une vision à 5 ans et à 10 ans. À 5 ans, je pense que la France doit être un pays de plein emploi. C'est un objectif qui apparaît complètement irréaliste par rapport aux 25 dernières années. Et quand on le prononce, en général, il suscite une certaine interrogation. Mais en réalité, quand on regarde autour de nous, toutes les grandes nations occidentales, les grandes puissances, les 5 ou 6 grandes puissances occidentales, sont au plein emploi, sauf la France. Nous sommes la seule, si on prend le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, pour prendre des pays qui sont des pays de taille comparable, nous sommes les seuls à nous traîner depuis des années et des années avec un niveau de chômage aussi élevé. Si ces pays ont atteint le plein emploi, c'est en assouplissant le droit du travail et c'est en améliorant la compétitivité des entreprises. Alors immédiatement, les experts en tout, qui sont très nombreux dans notre pays, vont nous dire « oui, mais c'est au prix de la précarité ». Eh bien moi, je réponds qu'en France, on a la précarité, mais on n'a pas les emplois. Et je préférais qu'on ait les deux, qu'on ait les emplois, comme les Anglais ou comme les Allemands. Le deuxième objectif, Didier Reynders va sauter sur sa chaise, c'est que la France, dans 10 ans, soit la première puissance économique européenne. Pourquoi? D'abord parce que si vous regardez nos atouts, on a tous les moyens et on devrait être la première puissance européenne. En termes de démographie, en termes de capacité d'infrastructures publiques, de formation, de système de santé, de vitalité de nos entreprises, enfin, on a tous les atouts. Mais pourquoi est-ce qu'il faut devenir la première puissance européenne? Parce qu'il faut que nous reprenions la construction de l'Europe pour redonner un avenir à la civilisation européenne. Moi, mon angoisse, pour les 5 enfants que j'ai, c'est que demain, la civilisation européenne ne soit plus qu'une civilisation déclinante. Et pour retrouver ce chemin d'une construction européenne qui doit nous permettre d'apporter, au fond, une solution entre les civilisations asiatiques et les civilisations nord-américaines, il faut que la France soit debout. Il faut que la France soit aux côtés de l'Allemagne, aux côtés de ses partenaires européens, debout, souveraine, capable d'initier un nouveau projet européen. François Fillon. François Fillon, que vous pouvez applaudir. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on clôt chaque séquence avec le mot de la fin. Un mot, un groupe de mots, une phrase, une citation dont vous aimeriez que nous nous rappelions. François Fillon, on vous regarde écrire. Voilà, le mot est dit. François Fillon, le président Gattaz, va monter pour les photos.
Voilà. C'était notre premier invité, notre première personnalité politique de ce soir. Je vais inviter la deuxième personnalité politique qui a accepté de jouer le jeu. Je vais l'inviter à nous rejoindre. Je demande d'accueillir le député de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti socialiste, Monsieur Olivier Faure. Olivier Faure qui nous rejoint. Merci à vous d'être avec nous cet après-midi avec un agenda chargé. 3 chiffres également, un chiffre politique, un chiffre économique et un chiffre personnel, histoire de mieux vous connaître encore. 17, c'est un chiffre longévité pour vous. 17 comme votre âge, puisque c'est à 17 ans que vous franchissez pour la première fois les portes du Parti socialiste. Et entre Michel Rocard, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault ou encore François Hollande, l'engagement est intact. 2, c'est un chiffre rencontre, comme la rencontre entre 2 mondes, celle que vous portez en vous, dans vos gènes, entre le monde asiatique, oriental et le monde occidental, et puis aussi la rencontre que vous nous offrez aujourd'hui entre le monde des entreprises et celui des salariés. Et puis 224, ça c'est un chiffre bande dessinée, comme les 224 pages du roman graphique « Ségo, François, Papa et moi » que vous avez écrit et qui raconte en quelques bulles les dessous de la vie politique. Je vous demande de le saluer encore une fois, il n'est pas là pour buller. Olivier Faure, qui est avec nous ce soir. Vous avez 90 secondes pour votre pitch. Le chrono est là. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui parce que normalement, chaque année à cette époque-ci, je suis à La Rochelle. Mais finalement, c'est pas mal chez vous. Je reviendrai si vous m'invitez. Et donc, si j'ai bien compris, ceux qui me précèdent et ceux qui me succèdent sont candidats à l'élection présidentielle. Et donc, en montant ces marches, je me suis dit, mais et si j'étais l'auteur d'un scoop aujourd'hui? Et si je venais moi aussi, après d'autres dans la journée, me déclarer à l'élection présidentielle? Et finalement, ce serait une double surprise. La première parce que je serais candidat. La seconde parce que je serais dans l'histoire du monde le premier socialiste à faire sa déclaration de candidature devant une assemblée de dirigeants d'entreprise. Ce qui, vous l'admettrez, serait assez inédit. Mais je vais vous décevoir parce que je ne le ferai pas. Ce coming out est pour plus tard, donc là encore, vous aviez une occasion de me réinviter. Je suis ici au nom d'un collectif, et donc je ne vous dirai pas pourquoi moi, mais pourquoi nous. Pourquoi cette majorité? Pourquoi cette majorité? Parce que d'abord, nous avons, pendant 4 ans, contenu la dette, contenu les déficits publics, sans passer par la case austérité, comme l'ensemble. Mais allez-y, vous pouvez vous exprimer, je vous écouterai ensuite, mais laissez-moi vous dire ce que j'ai à vous dire aussi. Et donc je pense que nous avons réussi à passer ce cap sans passer par la case austérité comme nombreux de nos voisins européens, parce que nous avons eu le courage de restaurer les taux de marge des entreprises, alors même que dans notre pays, nous étions avec un taux de marge parmi les plus faibles d'Europe, et que nous l'avons fait alors que nous savions que ça avait un coût électoral extrêmement élevé pour nous. Pourquoi nous encore? Parce que l'innovation, parce que la modernisation de l'outil de production était nos priorités, la formation, parce que le dialogue social a été aussi la clé de voûte de notre quinquennat, et enfin, parce qu'il faut aller vite, vous dire que la République est un équilibre, c'est cet équilibre que nous avons cherché à préserver. Mais j'y reviendrai, et donc voilà ce que je voulais d'abord vous dire. Préserver un équilibre, préserver une République qui nous est chère et qui est aujourd'hui un moment décisif de son histoire. Merci Olivier Faure, vous pouvez applaudir. Venez nous rejoindre avec les entrepreneurs qui sont ici. La première question, c'est vous, Gilles Babinet, qui l'a posée, et c'est une question prospective. Bonjour, merci d'être ici. Je vois que l'exercice n'est pas forcément aisé. Alors j'ai une question qui concerne plus l'enseignement supérieur. Si l'on observe finalement les pays qui réussissent le mieux dans le domaine du numérique, je vous donnerai par exemple l'exemple du Royaume-Uni qui produit à peu près 2 fois plus de PIB que nous dans le domaine numérique, 5,5 points pour la France, pas loin de 11 points selon Eurostat pour le Royaume-Uni. Si l'on observe la Chine, si l'on observe les États-Unis, si l'on observe Israël, on retrouve à peu près systématiquement les mêmes caractéristiques, et l'une d'entre elles étant un système d'enseignement supérieur d'excellence. Il y a aussi bien dans le classement de Shanghai que dans d'autres classements, qu'en termes de publications scientifiques, une excellence très claire
qui provient de l'ensemble des pays que je viens de citer. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que l'on fait pour réformer cette université française qui, à la fois, est assez quantitative. Nous sommes le pays d'Europe qui fait le plus de LMD, licence, master, doctorat, dans ce domaine, mais nous sommes un pays qui est déclassé à la fois en termes de publications scientifiques, mais aussi en termes de capacité de l'enseignement supérieur à finalement soutenir le monde entrepreneurial, le monde de l'innovation, les partenariats, l'excubation, les brevets sont très clairement en deçà de ce que l'on observe dans les autres pays. Mon point, une des questions assez concrètes que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une gouvernance des universités qui ne soit pas rétrograde comme celle que nous avons aujourd'hui, leur donner une vraie autonomisation, puisque clairement, ce que l'on voit, c'est que dans l'ensemble de ces pays, c'est ce qui a été choisi et ce qui fonctionne. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose comme ça ? 5 minutes pour répondre, Olivier Faure. D'abord, je voudrais vous dire que je vous ai lu hier dans Les Échos et que je partage votre point de vue sur les entreprises plateformes et sur le fait que demain, je ne veux pas trahir votre pensée, mais toutes les entreprises, et y compris, vous donnez cet exemple du dentiste, eh bien, seront conduites à effectivement utiliser le numérique, qui est une formidable ouverture sur l'extérieur, une possibilité de s'ouvrir de nouveaux marchés, une capacité à aller au-delà de ce que sont les capacités physiques de celui qui entreprend. Et donc, cet apprentissage du numérique, il commence bien avant ce que vous venez de dire. Il commence en réalité dès les plus petites classes, même s'il faut effectivement arriver aux plus grandes, et j'y viendrai. Et donc, la difficulté de cette mise en œuvre, elle est liée au fait que, dans un premier temps, les politiques se sont dit « je vais offrir un ordinateur, je vais offrir un iPad » et désormais, les enfants pourront découvrir ce qu'est le monde du net et se faire leur propre idée de ce qu'est ce nouveau monde, cette nouvelle planète. Et en même temps, cet apprentissage, chacun le sait bien, il ne se produit pas dans ces conditions-là. Il ne faut pas simplement mettre un outil, il faut aller plus loin. Il faut développer des outils pédagogiques, il faut former les enseignants, il faut reprendre étape après étape ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici. Et donc, dans ce quinquennat, ce qui a été entrepris, c'est justement ça, c'est de reformer des enseignants, créer des contenus pédagogiques, faire en sorte que les partenariats avec les collectivités locales pour le financement de ces outils puissent être réalisés, faire en sorte que les écoles numériques se mettent en place avec Axel Lemaire. Et donc, c'est toute une façon de concevoir un continuum et donc de penser en fait le numérique tout au long de l'existence qui a été mise en œuvre. Alors, effectivement, il faudra certainement aller plus loin. Et moi, je n'ai pas votre expérience en la matière. Vous êtes de ceux qui... vous êtes même missionné sur cette question-là pour arriver à préfigurer ce que peut être l'avenir et comment la France peut se placer aux avant-postes du numérique et devenir un champion du numérique. Et sans doute faut-il revoir la question de la gouvernance et sans doute faut-il aller plus loin dans l'autonomie des universités. Olivier Faure, je vous coupe. Aussi, pour compléter la question de Gilles Babinet, c'est ce lien entre la formation, parfois trop théorique, que nous dispensons en France, et les besoins des entreprises qui veulent quelque chose de pragmatique. Tout à l'heure, Pierre Gattaz disait « trop d'académisme va tuer la formation et donc l'emploi ». C'est ce lien aussi, cette difficulté, cette dualité, Gilles Babinet. Hein. Je pense, si vous voulez, moi je vous demande une réponse politique, pour ainsi dire. Je suis d'accord avec vous, l'éducation nationale, on est dans PISA entre 21 et 26. C'est inacceptable. Si je vous dis qu'on est un pays qui, au niveau de l'école, crée moins de mobilité sociale que la Turquie ou le Mexique, c'est pas possible. On parle la 6e puissance économique, la 5e d'ailleurs aujourd'hui, de la planète. Si je vous parle de la formation professionnelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est, de mon point de vue, pas au niveau où ça devrait être. Voilà. On rentre dans la société de la connaissance. C'est le capital humain qui va faire la différence. C'est plus les machines, c'est plus les autoroutes, c'est plus ce genre de choses. C'est la capacité à avoir un niveau d'excellence du capital humain qui est ce que l'on trouve en Israël, ce que l'on trouve dans quelques endroits sur Terre. Ma question, c'est celle-là. Comment est-ce que vous mettez une dynamique en place pour qu'on parvienne à avoir un capital humain d'excellence, ce que l'on peut faire, puisqu'on a déjà les prémices de ça. Et vous avez commencé aussi, hein ? Mais je partage à 200% votre point de vue. Je considère effectivement que toute la vision qui a été développée pendant longtemps d'une mondialisation qui aurait découpé le monde avec d'un côté les cerveaux, de l'autre les jambes, est une vision qui s'est révélée totalement erronée et que la réalité, c'est qu'en Inde, au Brésil,
en Chine, partout dans le monde, on a aujourd'hui une concurrence effrénée sur le savoir et sur l'accès au savoir. Et que la compétition que nous devons mener n'est pas simplement une question philosophique, une question qui serait simplement académique, c'est une question qui est une question de survie pour ce qu'est la 5e puissance économique du monde. Et donc, si nous voulons avancer, ça suppose effectivement de porter tous nos efforts sur l'éducation, enseignement à tous les niveaux. Et c'est tout l'effort qui a été entrepris. Alors, on peut contester tel ou tel aspect de telle ou telle réforme, mais l'objectif prioritaire de ce quinquennat a été de remettre à l'endroit de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et donc, effectivement, c'est le paquet qu'il faut repenser complètement d'un bout à l'autre de la chaîne. Remettre des enseignants au travail, remettre des enseignants aussi en formation, leur permettre d'avoir accès eux-mêmes dans la formation continue à des savoirs qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne possèdent pas, et donc qu'ils ne transmettent pas. Et c'est vrai, moi je partage avec vous cette idée qui est peut-être iconoclaste à gauche, mais qui me paraît d'une évidence folle, c'est qu'effectivement, il faut aussi permettre une plus grande porosité entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. Et qu'il n'est pas logique d'avoir aujourd'hui, y compris des chercheurs, qui sont des chercheurs qui ne peuvent pas utiliser leurs connaissances en développant des contrats suffisamment nombreux avec le privé, et ce qui peut permettre de tirer là aussi la recherche vers des domaines qui sont des domaines qui soient plus opérationnels. Et donc ça, effectivement, moi je suis prêt et je considère qu'effectivement ça fait partie des éléments qu'il faut continuer à approfondir. On a une autre question, elle est signée Jean-Pierre Le Tartre. Oui, merci d'être là. Je crois que vous avez beaucoup parlé vous avez évoqué ce qui a été fait dans ce quinquennat. En fin de compte, quand vous regardez en arrière, et peut-être pour préparer l'avenir, est-ce que la question, ce n'est pas tellement l'intention des réformes que plutôt la méthode? Et en fin de compte, est-ce qu'on n'échoue pas plutôt par le comment que par le quoi? Et aujourd'hui, quand vous voyez les réformes que vous avez tenté de mettre en place, quels enseignements vous tirez de la méthode et qu'est-ce qu'il faudrait changer comme méthode pour vraiment transformer la France? Est-ce qu'on manque peut-être d'explication du sens des réformes? Est-ce qu'on manque peut-être aussi de pédagogie sur les transformations de l'économie qui peuvent expliquer le pourquoi des réformes? Et aussi, est-ce qu'on les fait toujours au bon niveau entre l'État, la région, les acteurs économiques? Donc, quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de ce quinquennat pour changer une méthode qui marcherait mieux que ce qu'on a connu dans le passé? En gros, pour éviter de voir les gens dans la rue, quoi. Toute la difficulté, elle tient d'ailleurs, c'est une question qui est presque liée à la première, mais en 85, quand Jean-Pierre Chevènement a énoncé son objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, on avait moins de 30% de bacheliers. On est aujourd'hui à plus de 80%. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon objectif? Je trouve que c'est un objectif qui était excellent et qu'il a... vous le supportez toujours aujourd'hui? Mais qu'il a pleinement rempli, en l'occurrence, sa fonction, et qu'il était évident qu'il fallait amener à un niveau de formation et de qualification un plus grand nombre de jeunes, parce que c'est la condition de la compétition dans cet environnement économique globalisé dans lequel nous sommes. Et on en revient à la question de Gilles Babinet. Ce qui est une évidence pour moi, c'est que l'effort principal de l'État aujourd'hui doit porter sur l'éducation, parce qu'elle est la condition première de notre réussite collective. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? La question est vaste et en réalité, j'ai beaucoup de réponses à vous apporter. Maintenant, on me donne 5 minutes. Il y avait la notion d'explication de texte et de pédagogie, justement, pour embarquer, un peu comme dans le monde de l'entreprise. Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'on passe suffisamment de temps et que même l'État, l'école, l'université passent suffisamment de temps pour expliquer les transformations de l'économie? Est-ce que vous pensez qu'on passe suffisamment de temps sur le rôle de l'entreprise, le rôle du chef d'entreprise dans cette transformation de l'économie? Est-ce que si on le faisait plus, au fond, on aurait un degré d'acceptabilité de la réforme plus élevé? Je vais vous faire une confidence. Un jour, j'ai envoyé une note au chef de l'État en lui disant ce qui serait pour moi la bonne émission de télévision. Et je lui ai dit, la bonne émission de télévision, ce serait une émission qui ressemblerait à celle que Mitterrand avait faite avec Morosi, mais où on effacerait en réalité le président, et où le président nous expliquerait ce qu'il y a dans sa propre tête, ce qu'il y a dans sa propre vision, dans la lettre de John Malkovich, si vous voulez. Et donc, qu'il ait à montrer des images, des reportages, des graphiques, un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre ce qu'est la vision d'un chef de l'État aujourd'hui et ce vers quoi il veut diriger son pays. Parce que nous, depuis trop longtemps, nous avons des explications qui sont des explications classiques, mais nous avons besoin aujourd'hui effectivement de mieux faire partager
les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, parce que diriger un pays, c'est extrêmement compliqué. Et arriver à fédérer des énergies, fédérer des ambitions, fédérer des rêves qui sont très différents les uns des autres, c'est compliqué. Et donc, il y a besoin de modifier considérablement la façon d'expliquer. Mais au-delà, il y a aussi une différence, il y a aussi des façons différentes de gouverner. Je suis auteur d'une proposition qui est peut-être, là aussi, assez iconoclaste, mais qui mériterait d'être expérimentée. Moi, je pense que, par exemple, il n'est plus temps d'avoir un monopole pour les parlementaires pour le droit d'amendement. Je considère que le droit d'amendement devrait être partagé par n'importe quel citoyen, à la condition qu'il soit rejoint par 10 000, 20 000, 30 000 de ses concitoyens. Et à partir de là, cet amendement-là soit obligatoirement discuté à l'Assemblée nationale et qu'on puisse donner une réponse, y compris aux amendements les plus démagogiques, les plus folkloriques, les plus populistes, parce que ça permettrait de dire que l'initiative peut être partagée, même si le monopole de la décision revient à ceux qui en ont la légitimité par l'élection. Mais il y a encore considérablement d'autres choses à faire. Je pense, par exemple, pour mieux gouverner, il faudrait peut-être en venir au spoil system, faire en sorte d'alléger les cabinets ministériels et en même temps d'avoir des administrations qui partagent les objectifs des ministres. Faire en sorte... Qu'est-ce qui a péché avec la loi travail? Beaucoup de choses. Enfin, parler de pédagogie, d'explication, Mais je crois tout simplement que sur la loi travail, ce qui a manqué, ce qui continue à manquer, c'est ce travail préalable d'explication, mais aussi de recherche de compromis. Moi, jusqu'à la fin, cherché le compromis à l'Assemblée. J'ai y compris proposé un amendement de dernière minute qui permettait de trouver un accord avec ceux que vous appelez classiquement les frondeurs. Pourquoi? Parce que je considère que les bonnes réformes ne sont pas celles qui sont imposées, mais celles qui sont acceptées. Et que si nous voulons avoir dans ce pays un climat social qui corresponde à nos besoins, nous devons arriver à faire en sorte de faire partager une ambition, faire partager des réformes. Et qu'il ne sert à rien, j'y reviendrai dans ma conclusion, mais on peut tout imposer, mais ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Et donc, il faut effectivement arriver à partager, et pour partager, la seule façon d'y parvenir, c'est effectivement la pédagogie, c'est la façon de mieux raconter les choses, la façon aussi de mieux enseigner les choses, c'est la façon aussi, pas seulement pour les gouvernants, mais pour les chefs d'entreprise, de mieux faire comprendre aussi ce que sont leurs difficultés, de faire aussi espérer autre chose, parce que la loi travail, ce qui a été la difficulté principale pour y revenir, c'est quand vous dites à un salarié aujourd'hui que la seule possibilité pour lui dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, c'est de s'aligner sur ce qui se passe à l'extérieur et que désormais, son seul espoir, c'est d'être s'aligner sur le moins 10 ans, forcément, il vous répond non. Et donc, la seule façon d'arriver à faire partager les choses, c'est de faire partager l'idée que nous pouvons négocier, que nous pouvons arriver à trouver de nouveaux compromis qui peuvent être partagés et que tout le monde peut s'en tirer par le haut. Une dernière question qui nous vient des régions. Elle concerne les PME, les territoires, et c'est Reparti, le président de la crêpe de Broceliande, qui vous la pose, et on l'écoute tout de suite. Ma question est très très simple. Que comptez-vous faire concrètement, s'il vous plaît, pour réduire le millefeuille administratif et la complexité qu'il en découle? Merci. Alors, il est spécialisé dans les crêpes et il parle de millefeuille. Donc, digeste ou pas digeste comme question, vous avez 5 minutes, hein, malgré tout. C'est une question qui est ni crêpe ni millefeuille, mais qui est un marronnier. Et qui est reposée à chaque majorité. Chaque majorité prétend qu'elle fera mieux que la précédente et en réalité, elle fait peu ou prou la même chose. Dans ce quinquennat, là encore, pardon d'y revenir, mais nous avons au moins réussi une partie de l'exercice puisque nous avons réduit le nombre de régions. Même si nous n'avons pas été suffisamment loin, alors bien sûr, chacun trouvera que sa région est mal découpée, chacun considérera que ce n'est pas suffisant, mais là encore, 22 régions en France. Regardez combien de Länder en Allemagne, regardez partout ailleurs ce qui s'est passé. Et donc, à chaque fois, quand vous dites, y compris à l'habitant d'un département, je pense à mon département, celui de Seine-et-Marne, si vous lui dites que nous allons faire, c'est mon cas, nous sommes dans une agglomération depuis le 1er janvier qui comprend un bout de Seine-et-Marne et un bout de l'Essonne, ce grand Paris Sud. Et vous demandez aux gens de l'Essonne ce qu'ils en pensent, ils vous disent qu'ils restent essonniens. Si vous demandez à un Seine-et-Marnais ce qu'il en pense, il vous dit moi je veux bien, mais je veux que le siège demeure en Seine-et-Marne. Parce que partout, vous avez ces pesanteurs qui n'appartiennent pas simplement au monde politique. Le monde politique ressemble finalement
assez régulièrement à ses électeurs. Et donc, cette difficulté à modifier en profondeur le millefeuille est assez compliquée. Nous y venons progressivement, mais c'est effectivement une œuvre de longue haleine qui prendra de longues années encore, même si tout le monde vous promettra l'inverse. Moi, je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faut intervenir plus rapidement pour modifier la gouvernance et revenir un peu sur la question que vous posez. Je pense notamment à la façon dont on prépare la loi aujourd'hui. Il y a beaucoup de mauvaises lois, tout gouvernement confondu, préparées dans l'opacité des cabinets ministériels, souvent improvisées, trop rapides, mal évaluées. Moi, je propose qu'on fasse une chose simple, par exemple, c'est qu'on fasse comme en Angleterre. On ait quelques lois qui soient votées, mais pour une durée déterminée. Et qu'au bout, d'abord, elles soient évaluées a priori, et qu'on puisse avoir des études d'impact qui soient de véritables études d'impact, avec des cabinets conseils qui soient pas simplement l'expression de ce que pense le gouvernement, mais qui soient des expressions libres et contradictoires. Qu'on ait ensuite, au bout de 3 ans, une évaluation qui permette de savoir si on a été dans le juste ou si on s'est trompé, et donc de corriger. Parce qu'il y a, en France, on a cette religion de la loi, mais une religion qui se satisfait du vote. Quand vous avez voté, vous considérez que tout est terminé. Alors que tout commence, parce que la loi, c'est une chose, mais ce qui compte pour vous, pour nous tous, c'est son application. Jean-Pierre Le Tard veut réagir. Une toute petite question incidente, vous parlez de gouvernance, de réduction du nombre de régions. Est-ce que vous êtes favorable à la réduction du nombre de parlementaires? Écoutez, je suis favorable au non-cumul des mandats. Parce que le non-cumul des mandats va permettre d'avoir des parlementaires qui feront enfin leur job à plein temps. Donc on pourra en baisser le nombre. Alors, on pourrait dire qu'effectivement, on pourrait en baisser le nombre. Très impopulaire de le dire, mais je vais le dire justement. Pourquoi? Parce que ce que vous avez gagné avec le non-cumul des mandats, vous allez le perdre avec la réduction du nombre. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Vous aurez des gens, mettez-vous en tête d'un député, qui va être demain avec une circonscription qui va peut-être... je ne parle pas de moi, parce qu'en l'occurrence, je suis dans la grande couronne parisienne, et donc, pour moi, ça veut dire que j'aurai 2-3 communes de plus. Mais pour celui qui est dans un département qui est avec une densité de population très faible, il va avoir 70 km de plus, 80 km de plus. Et donc, vous aurez un parlementaire qui, logiquement, aurait dû se consacrer à son mandat, qui va, pour pouvoir être réélu, faire du terrain toute la semaine, qui ne sera plus à l'Assemblée, et donc on l'occupera à autre chose que ce qu'est son mandat. Et moi, je considère que notre job, si on veut justement avoir une meilleure gouvernance, si on veut des lois qui soient mieux construites, mieux écrites, il faut avoir des parlementaires qui puissent être à l'écoute, qui puissent, dans le cadre de ce que je propose, c'est-à-dire le droit d'amendement citoyen, être aussi à l'écoute de ce que proposent les territoires, de ce que proposent les gens, avoir le temps de l'expertiser, avoir le temps d'en prendre connaissance. Et ça suppose être à plein temps et ne pas être forcément à courir la campagne en permanence. Et donc, cette idée, elle est partagée dans tous les partis politiques, tout le monde le dit. Mais en même temps, j'espère franchement que personne ne le fera parce que je pense que c'est la dernière fausse bonne idée. Voilà. Olivier Faure, on va terminer avec votre vision de la France en 2 minutes. On peut applaudir et remercier Olivier Faure pour s'être prêté au jeu des entrepreneurs. On vous écoute. 2 minutes pour votre vision de la France. Je savais en venant ici que l'exercice ne serait pas forcément simple et que je n'y serais pas forcément attendu comme le Messie. Et vous avez raison, en période électorale, il y a beaucoup de Messie. Vous voulez la fin des 35 heures? Il y a des gens qui s'engageront à vous donner la fin des 35 heures. Vous voulez la baisse des cotisations? On vous dira que vous allez voir les cotisations baisser. Vous voulez la fin de l'ISF? On vous dira que vous allez avoir la fin de l'ISF. Vous voulez la baisse de l'impôt sur le revenu? On vous dira que vous aurez la baisse de l'impôt sur le revenu. Vous voulez la baisse de l'IS? Vous aurez aussi la baisse de l'IS. Vous aurez tout. Parce que rien ne vous sera refusé. Parce que c'est comme ça les campagnes électorales. Et parce qu'il y a toujours des gens pour vous promettre. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous dire que ce que vous désirez est ce qu'ils feront. Mais en même temps, vous le savez aussi, les promesses engagent d'abord ceux qui y croient. Et puis surtout, moi je voudrais que chacun se pose une question. Et laissez-moi finir si ça ne vous dérange pas. Laissez-moi finir. Pour vous dire qu'au fond, dans cette élection, il faudra se poser une question. Cette question, c'est celle de l'équilibre. Parce que, effectivement, peut-être qu'il y a des mesures qui, à court terme, peuvent vous donner le sentiment d'un oxygène nouveau. Mais posez-vous la question de ce pays qu'il faut continuer à fédérer.
c'est 65 millions de Français qui ont des existences très différentes. Ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui ont des rêves et qui les réalisent et ceux qui ne les réaliseront jamais. Ceux qui réussissent leurs ambitions et ceux qui finiront humiliés. Et pour tenir ce pays, il faut un modèle social qui a fait ses preuves. Alors je ne suis pas nostalgique d'un ordre ancien. Je pense qu'il faut le rénover, qu'il faut le faire bouger, qu'il faut avoir le courage de le faire évoluer. Mais en même temps, il faut le conserver parce qu'il est ce qui nous est le plus cher et parce qu'il a le mieux servi ce pays depuis plus de 50 ans. Et donc, voilà, moi je défends la République dans son entièreté, avec parfois la difficulté de se faire comprendre dans des assemblées qui aspirent effectivement à plus de liberté, mais ce sera mon mot de la fin, vous le comprendrez, liberté, mais aussi égalité et fraternité. Merci. Merci Olivier Faure, merci infiniment. Alors, votre mot de la fin, le petit stylet et la tablette. On va vous lire avec attention et le président Gattaz va vous rejoindre sur scène pour vous remercier. Ah, voilà. On peut applaudir Cyril et toutes les équipes techniques, mesdames, messieurs. Ils ont chaud et ils bossent bien. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir. Voilà, on peut applaudir encore une fois et remercier Olivier Faure. Je vais appeler notre troisième personnalité. C'est le député des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Jean Lassalle, qui nous rejoint. Alors, Jean Lassalle, 3... Venez, n'ayez pas peur, vous êtes plus grand que moi, donc voilà, je suis battu là. 3 chiffres pour Jean Lassalle. 21, chiffre écharpe tricolore. 21 comme 21 ans, là, vous êtes élu maire de votre commune de la Vallée d'Alspe. Et puis depuis, contre vents et marées, rires et sarcasmes, m'avez-vous dit, vous gagnez toutes les élections auxquelles vous vous présentez, ou presque. On verra pour celle-là. 500 000, voire plus, chiffre désindustrialisation. 500 000 emplois perdus au moins dans l'industrie en France. C'est le drame du pays et l'un de vos chevaux de bataille, car si vous adorez l'agriculture, vous aimez aussi l'industrie. Puis je vous disais que j'étais battu parce que 48, c'est le chiffre pointure politique. Il chose du 48, mesdames, messieurs. Eh oui, moi je fais du 44, petit joueur à côté. Ce qui vous a permis, m'a-t-on dit, un jour, de monter au sommet des montagnes pour ramener les brebis égarées du troupeau de votre papa. Alors il est tout sauf un mouton, hein, c'est Jean Lassalle, on peut l'applaudir chaleureusement. Je vous laisse le micro, 1 minute 30 pour le pitch, c'est parti. Merci beaucoup. Où est-ce que je peux suivre le temps Regardez, ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Si je comprends rien. Voilà. Merci, Monsieur le Président Gattaz. Merci à l'ensemble du MEDEF. Merci d'avoir bien voulu m'inviter parce que j'y suis très sensible. D'abord parce que je suis un ancien chef d'entreprise. J'ai créé ma propre entreprise à l'âge de 25 ans et je l'ai dirigée pendant 30 ans. C'était un cabinet d'ingénieurs conseil et à l'époque nous avons fait beaucoup d'irrigation, de drainage et puis ensuite nous avions fait beaucoup d'eau potable, d'assainissement, d'embellissement. Et comme je n'étais pas ingénieur, j'en avais recruté 7 pour être sûr d'être à la hauteur. J'ai dû créer mon entreprise et hypothéquer pour la xème fois la maison de papa et maman, qui d'ailleurs n'en méritait pas tant. Et lorsque j'ai quitté cette entreprise, ce qui m'a beaucoup appris du monde de l'entreprise, je l'ai donné. C'est-à-dire que je l'ai confié à celui qui me succédait, qui était d'ailleurs un cousin germain, plus jeune que moi, pour qu'il n'ait pas de frais inutiles et qu'il puisse continuer sa progression. Aujourd'hui, c'est un des cabinets cotés du Sud-Ouest et ils ont recruté 45 personnes de plus. Voilà, une expérience d'entrepreneur que nous pouvons saluer. Venez nous rejoindre, Jean Lassalle. Venez vous installer juste derrière. Voilà, ici. Nos chefs d'entreprise sont là.
Il vous accueille chaleureusement avec une question. C'est vous, Ghislaine Oxou, qui posez la première à Jean Lassalle. On vous écoute. Alors, il ne vous a pas échappé que nous vivons en ce moment deux révolutions, il y en a peut-être plus, mais en tout cas deux majeures dans le domaine de l'entreprise. La transformation digitale de toutes nos entreprises, et quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, toutes les entreprises sont concernées, et aussi l'explosion, un peu timide en France, mais naissante en tout cas, des services. Alors, chez Xerox, on a subi et accompagné cette transformation en interne. On est passé d'une entreprise de technologie vers une entreprise de services. Mais surtout, le plus important, on a la chance d'accompagner nos clients, moyennes entreprises ou grandes entreprises, dans leur transformation digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les faire évoluer dans leur façon de travailler. Toute cette dynamique que l'on observe dans le privé, comment comptez-vous en faire profiter le public? C'est un sujet qui a été déjà abordé précédemment. Comment profiter de cette opportunité du digital au service du service public, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers? On vous écoute, 5 minutes. D'abord, madame, je vous salue, je vous remercie. Vous m'avez dit il y a quelques instants, lorsque je vous disais que j'avais le sentiment de vous connaître, je ne savais pas au juste où, vous m'avez répondu, ça ne va pas tarder. Et je comprends maintenant pourquoi, parce que vous êtes là à m'interroger. Le digital et l'accompagnement au digital, c'est déjà le retour de l'homme. C'est-à-dire l'homme bienveillant qui vient accompagner celui qui ne sait pas encore se servir de cette formidable technologie et qui parfois n'ose pas, par peur d'être ridicule, et qui par conséquent la laissera de côté. C'est déjà la rencontre de l'homme avec l'homme, vous voyez, c'est au sens, voilà. C'est un peu moins d'éloignement, c'est de la proximité. Et bravo pour votre entreprise, Xerox, d'avoir déjà su le faire. Comment je pense le faire pour la France? Tout simplement. D'abord parce que je suis français, candidat pour la France, parce que je l'aime comme vous tous et nous tous ici, passionnément, et que je trouve que, contrairement à ce que vous avez fait, il y a très exactement 30 ans qu'on ne s'occupe plus d'elle et qu'on la délaisse, nous, particulièrement les hommes politiques et ceux qui représentons les élites. Donc, par conséquent, si nous voulons que nous réussir ce que vous avez réussi, il faut d'abord redonner confiance. Et il faut remettre dans le coup ceux qui pensent en être sortis à tout jamais, et hélas, ils sont de plus en plus nombreux. Lorsque j'ai fait mon tour de France, j'ai été effaré par ce que j'ai entendu. Et il y a une phrase maîtresse qui est restée. Nous avons peur et nous n'avons plus confiance en rien ni en personne. Et j'imagine que si nous trouvons les moyens, d'abord en faisant s'exprimer l'immense colère, pour ne pas dire le désespoir, ou pire encore, la résignation qu'il y a parmi nos compatriotes, eh bien je saurai guider tous ceux qui me suivront et qui se lèvent déjà pour que, comme vous, ils apprennent à aimer et à faire rayonner de nouveau et à réveiller le génie français. Alors, le génie français, et puis ce que disait Ghislaine Oxou, c'était gagner en efficience, utiliser le digital pour que, en gros, l'État soit plus efficace, qu'on en fasse plus pour moins et que le service soit encore mieux rendu. Digital peut être un bon outil, un bon moyen. Oui, mais je voulais répondre à madame profondément sur le sens de sa question, parce qu'il va de soi que si nous faisons en sorte que nous retrouvions un sentiment de France, comme un esprit de France, tu sais, comme un esprit de Tennessee, voilà, et qu'on soit tous un petit peu dans cet esprit-là, eh bien, ça va aller tout seul, ce que vous disiez. On a tous un peu de... Voilà, hein, voilà. Ah oui. Eh bien, ou un esprit de vous. Eh c'est-à-dire, on va retrouver, parce qu'on va avoir vachement envie
de faire en sorte que ce soit utile et que ce soit pour enlever un peu de pénibilité, un peu de soucis, un peu de stress dans ce monde qui en attend, et un peu plus de bonheur de voir le travail avancer. Et à partir de ce moment-là, on sort d'un spectre de méfiance à tous les étages où vous n'iriez pas aider celui qui aurait besoin de se digitaliser au spectre et au nouveau paradigme, celui de la confiance, parce que le seul fait de vous voir arriver, vous et vos amis, signifie qu'on va faire un progrès, qu'on va aller un peu plus vite, gagner un peu plus de temps, ou pour les loisirs, ou en ce qui me concerne, pour m'engager un peu plus rapidement, parce qu'il faut que je fasse beaucoup de choses pour retaper la France. Voilà, c'est dit. Voilà, en tout cas, Xerox accompagne les entreprises dans leur transformation. Deuxième question, c'est vous, Gilles Babinet, qui l'a posée. On vous écoute. Alors, merci pour ce premier point. Je vais vous poser une question qui a déjà été posée sur ce plateau d'une façon un petit peu différente. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'effectivement, il y a une révolution digitale. Et une des conséquences de cette révolution digitale, c'est la fragmentation des droits. Alors, c'est quoi la fragmentation des droits? C'est que quand vous travaillez 10 ou 15 heures par semaine sur un premier boulot, et puis vous en avez un autre dans un autre domaine, et puis vous vous arrêtez pendant 6 mois, etc., c'est quand même ce qu'on voit apparaître avec les plateformes digitales de façon assez forte. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui sont fonctionnaires, qui sont en CDI, et vous avez évidemment des marches énormes entre les premiers et les seconds. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez réfléchi à un système pour essayer de recréer une certaine continuité entre ces deux extrêmes et faire en sorte que, finalement, on puisse créer une forme de mobilité des parcours professionnels, qu'on puisse rentrer comme chauffeur dans un VTC, et puis petit à petit, on acquiert des points de formation, des points de sécurité sociale, des points de retraite, des points, entre guillemets, assédiques, et qu'il y ait quelque chose qui soit moins, je dirais, complètement fractionné par rapport au modèle qui existe aujourd'hui, et qui fait quoi? Que, grosso modo, je crois que 85% des emplois qui sont proposés aujourd'hui le sont en CDD, parce qu'évidemment, ce Graal du CDI devient quasiment inaccessible. Jean Lassalle. Commence par là où vous avez terminé, le Graal du CDI. Beaucoup d'entre vous me disent je ne fais plus de CDI, c'est impossible. Et c'est dramatique. Je souhaite de tout mon cœur le retour des CDI. Mais les conditions ne sont pas remplies aujourd'hui. D'abord par l'absence de confiance généralisée. Ensuite, sur un plan politique. Parce que la France doit retrouver un espace politique et financier au niveau de son État, de son gouvernement et de son État, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Nous sommes comme une petite embarcation sur la mer démontée d'une mondialisation archi-financée qui d'ailleurs vous a pris en otage, vous aussi, très largement. Et je profiterai de l'occasion pour demander votre concours pour que je vous aide à vous libérer, comme je dois libérer la France de ce carcan insupportable parce qu'on ne peut rien faire. Ensuite, si on a la chance d'avoir un emploi qui vous plaît, quel bonheur que de pouvoir le poursuivre et peut-être même de pouvoir le transmettre. Et si à plus forte raison vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez rien de plus cher au cœur, et ça se fait de plus en plus difficilement aujourd'hui pour diverses raisons, auxquelles je porterai remède, je crois. C'est de transmettre à son fils ou à sa fille son entreprise. Alors ensuite, comment avoir un monde du travail qui permette effectivement cette mise en cohérence, cette fluidité que vous appeliez de vos voeux? Eh bien, je pense que ça passe par un grand projet, j'aurai le temps de m'en expliquer, d'instruction publique et de transmission du savoir en m'inspirant de ce que firent Grévy et Ferry à la fin du 19e, alors que la France était plus disloquée encore qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ils réussirent ce formidable exploit d'apprendre à lire, à compter et à écrire à tout un peuple de jeunes. Moi, je vais aller un petit peu plus loin, je vais leur apprendre 2 langues.
Je veux leur apprendre à parler, à se servir d'Internet et non pas à subir Internet. Je veux les accompagner par un groupe formé de leurs enseignants qui sera là en permanence. Je veux qu'il y ait, et que je vais resacraliser au nom de la République par mon élection. Vous voyez la concentration des deux. Je veux qu'il y ait le président des parents d'élèves et plus de médecins qui suivent la scolarité pour qu'on suive l'ensemble des élèves et qu'on voit celui qui a la capacité de concentration sur du long terme, parce que celui-là redeviendra Gustave Eiffel ou Pasteur. Celui qui a le génie de la main, qui est capable d'imposer sa volonté à la matière, parce que celui-là reconstruira des entreprises par dizaines, par centaines, des PME. Et il reconstruira aussi l'entrée des villes aussi belles que nos aînés firent nos cœurs. Et il reconstruira l'ensemble des campagnes qui sont en train de se disloquer et de se détruire réforme après réforme. Et puis je découvrirai qu'il y a celui qui a le coup de crayon léger, celui qui a une capacité presque un pas de danse lorsqu'il évolue, parce que c'est des artistes et qu'il faut que je les voie évoluer. Puis je verrai celui qui est un peu dyslexique, celui qui a un problème avec les couleurs. Et je veux qu'à l'âge de 12 ans, pas un ne sorte de l'école française où l'on apprend la langue française sans avoir appris toutes ces disciplines, et même un peu de sport, et même quelques arts martiaux pour éviter un peu moins de vente de couteaux ou de chevrotines. Et à partir de ce moment-là, merci beaucoup, je pousse celui qui a la capacité de concentration sur le long terme. Je multiplie et je mets le paquet sur les lycées d'enseignement professionnel et les FPA qui font d'ailleurs, les FPA dont j'ai besoin tout de suite pour former le million de Français qui auraient du travail immédiatement auprès de vous s'ils étaient formés, seulement ils ne le sont pas. Et je m'occupe aussi des artistes pour que ce soit un petit peu plus simple. Et j'ai une jeunesse qui, à 12 ou 13 ans, est prête à rentrer en apprentissage au lieu d'y rentrer comme aujourd'hui à 15 ou 16 ans ou 17 ans, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. L'entreprise qui ne peut pas payer l'apprenti, parce que comment voulez-vous payer un apprenti lorsque le patron ne peut pas se payer lui-même? Et j'en connais. Il y en a qui disent, pas de charge sociale pour le second emploi, il ne peut pas se payer lui-même. Il faut pouvoir prendre des apprentis à des lycées et des FPA d'excellence. Alors, on va y revenir d'ailleurs. On peut applaudir Jean Lassalle. On va y revenir avec... parce que quelque part, vous parliez de cette France de tous les possibles qu'évoquait tout à l'heure Pierre Gattaz. On a une question en vidéo avec un entrepreneur, féminin d'ailleurs, Séverine Verquin-Maton, qui est gérante de Wealth Family Corporation. Et on l'écoute par vidéo interposée. C'est une question sur l'apprentissage. Vous allez voir. Et bonjour, l'apprentissage ces dernières années s'est essentiellement développé sur les filières post-bac. Or, on constate qu'environ 43,50% des jeunes sans diplôme sont au chômage. Quelles mesures simples, concrètes et efficaces comptez-vous mettre en œuvre sur votre quinquennat et quelles sont les dates envisagées pour ces nouvelles mesures? Voilà, ça va dans le sens de ce que vous évoquiez à l'instant, hein, l'apprentissage qui peut être la clé de voûte justement pour recréer de la croissance, de l'emploi et aider les jeunes. Elle est formidable, mais elle a un peu d'accent. J'ai pas bien compris. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas d'accent du tout. Non, Jean, moi, pas d'accent. bien sûr, Non, pas du tout. voilà. Elle a un peu d'accent. C'est pas les mêmes rocailles. Tu me dis juste la question, bien pour que je la... Oui, elle parlait de l'apprentissage qui est de la clé de voûte de l'intégration des jeunes, et elle dit combien les passerelles entre la formation et l'entreprise sont importantes. C'est pour ça que je vous disais que c'était votre cheval de bataille. Ah, c'est pour ça que je l'ai trouvée exceptionnelle au point de ne pas bien comprendre ce qu'elle me disait. Elle a trop attiré mon attention. Il a trop dévoré voilà, ben oui. Mais c'est la clé de tout. Si je parle à nouveau de la France, si je redonne à la France le bonheur d'être France, et si je lui donne le sentiment que moi je suis tout simplement candidat des Français pour les Français et au nom des Français, que je vais restaurer la langue française, qui aurait dit il y a 150 ans qu'un Shakespeare peuplé de dollars allait prendre la langue de l'indépendance à Victor Hugo. Personne, parce que ces deux immenses écrivains étaient portés
pas le même sens du beau, peut-être avec quelques nuances. Mais en ce qui concerne ce que dit Madame, c'est effectivement essentiel de pouvoir transmettre, de pouvoir avoir aujourd'hui d'abord les structures qui donnent la formation de base, parce qu'il faut une formation, c'est pour ça qu'il faut resacraliser l'enseignant. Et lorsqu'on en arrive au domaine technique, il faut effectivement des lycées professionnels qui soient à même de mettre très tôt, dans les meilleures conditions possibles, celui qui étudie. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, bien celui qui doit prendre un apprenti le prendra le cœur léger, parce qu'il sait qu'il aura en face de lui quelqu'un qui pourrait être son fils, qui est jeune, qui a 12, qui a 13 ans, qui a envie de découvrir, que tout passionne et qui va se passionner. Et bientôt, avec l'effet de l'âge, même s'il n'est pas toujours très important, ils vont devenir complices. Et très vite, le second va devenir indispensable au premier pour que le premier puisse commencer à s'effacer. C'est la transmission, c'est le mentorat. Mais c'est le mentorat, c'est la transmission, mais c'est la vie. Mais qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? Qu'est-ce que nous tentons de faire, même si nous les avons un peu perdus de vue, il est vrai. Mais si je suis président, je vais y remédier. Parce que je veux qu'en France, on retrouve un homme, un monde et un pays où l'homme retrouve l'homme. Où l'on redevient enfin de nouveau humain. Et que de ce paradigme de peur à tous les étages succède, je le répète en insistant, un paradigme de confiance qui permet effectivement cette bienveillance. Et j'entendais tout à l'heure parler de retraite, mais moi, je n'ai pas envie de vous emmerder avec ça. On part à la retraite quand on a envie de partir à la retraite, sauf pour quelques métiers extrêmement pénibles. Et je peux vous dire que si j'avais pu donner de la retraite plus jeune à mon père, qui est le seul homme que j'admirais en ce monde, je l'aurais fait. Mais pour les autres, s'ils veulent partir un peu plus tard, et même si après l'âge, ils veulent passer de leur temps, parce qu'ils sont passionnés de vie, et que le jardinage ne leur suffit pas, et que de caresser le chat et la queue du chat à 16 heures de l'après-midi, ils ont envie d'apprendre à leurs petits-enfants qu'ils le fassent. Et en ce qui concerne les heures, je ne vais pas aller rouvrir une guerre civile. Il faut de nouveau travailler, redonner le goût du travail dès le plus jeune âge, parce que c'est une telle manière de s'accomplir. C'est une telle manière de devenir heureux lorsqu'on a appris à manger, à boire, à faire l'amour, travailler. C'est le complément indispensable et nécessaire. Quel bonheur après de repartir en vacances. Tu vois, la vie, elle n'est pas si difficile que ça, avec Jean Lassalle. Voilà. Caressons la queue du chat, mais travaillons d'abord. Jean Lassalle, on peut l'applaudir, messieurs, dames. Jean, 2 minutes pour votre vision de la France pour conclure. On vous écoute. Écoutez, merci beaucoup. Je ne savais pas du tout comment ça se passerait. Moi, je suis assez moyen. Ça s'est bien passé. Mais vous êtes magnifique. L'avenir de la France, alors que je regarde le minutage, tout dépend. Il est évident que si, grâce à vous, parce que vous avez un impact considérable, je suis votre président de la République dans quelques mois d'ici, ça va faire gagner beaucoup de temps et soulager beaucoup notre pays. Et je crois qu'avec quelques arguments que j'ai donnés, parce que je n'ai pas le temps d'aller plus loin, vous le comprenez. Mais la France est à la croisée des chemins comme bien d'autres pays, comme l'Europe et comme l'ensemble du monde. Pourquoi? Parce que si nous n'arrivons pas à redonner confiance vite, à soulager, à redonner du travail, en cessant de racketter le retraité, celui qui veut créer son entreprise et qui n'a presque pas les moyens, et même le jeune, nos enfants, eh bien, je ne vois pas quel est le président, quel qu'il soit. De toute façon, si je ne suis pas placé, vous aurez le choix entre Hollande, Sarkozy et Le Pen, et je vous souhaite bonne chance. Et comment il dépassera la fin du printemps, il va la voir. Mais comment il va dépasser le mois de septembre et aller plus loin? Non, il faut redonner une grande confiance. Sinon, je crains, et je pèse mes mots, que des rivières de sang n'emportent une fois encore, comme ça a souvent été le cas pendant les périodes de grands mouvements de mondialisation,
des millions de nos enfants. Voilà. Par contre, si nous savons nous redonner confiance par l'écoute et la complicité, nous allons réveiller ce bon vieux génie français. Et à ce moment-là, sans être plus franchouillard qu'il ne faut, je sais que la France et l'entreprise ont une nouvelle très grande page d'histoire à écrire, mais aidez-moi à vous libérer de cette finance féroce qu'il faut remettre à sa place. Nous sommes les maîtres et nous ne sommes pas les serviteurs. Jean Lassalle. Merci, Jean. Voilà, on appelle ça de la bienveillance et de la convivialité. Un grand merci. C'était le livre des 500 000 emplois. Ah ben voilà, c'était... Venez, venez, venez. Il y a un mot de la fin à écrire. Ah oui. Tenez, je vous tiens ça. Et le président Gattaz va vous rejoindre pour vous remercier. Avec ce stylet. Voilà. Continue ici. Ouais. C'est embêtant parce que c'est français, je ne voudrais pas le couper en deux. Déjà qu'on n'est pas très bien, pour l'instant, avec les Français. Notre histoire. Notre destin. Excusez-moi, c'est un peu long, mais c'est presque bon. Attention, ça risque de pas tout rentrer. Le génie, hein, ça veut dire ça, le génie français. Jean Lassalle, futur président, 30, 0. Oh, et puis j'arrête. Jean Lassalle et Pierre Gattaz qui vous rejoint. Merci Jean Lassalle, je vous remets. Voilà, on peut l'applaudir. Je voudrais que vous applaudissiez nos trois personnalités politiques. François Fillon, Olivier Faure, Jean Lassalle. Que vous remerciez nos trois entrepreneurs. Ils sont là, Ghislaine Auxou, Jean-Pierre Le Tartre et Gilles Babinet. Merci à vous d'avoir été avec nous. Trois personnalités politiques demain matin, 10h30. Bruno Le Maire, Monsieur Le Guen, Monsieur Sarkozy aussi. Ça c'est 10h30. Et demain soir, 17h50, Ramayad, M. Juppé, Mme Lindemann. Ne manquez pas donc ces deux sessions politiques demain matin et demain après-midi. Et je vous conseille vivement de rester avec nous. Maintenant, la conférence Fier d'être français avec François-Xavier Pietri, le chef du service économique de LCI et TF1. Merci encore de votre attention.